Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans le décryptage des tendances et des actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart for Change, sur les réseaux sociaux de Bismart for Change. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous tenterons de comprendre tout d'abord comment investir dans le domaine de la SCPI, plus particulièrement du bureau ou encore de la forêt avec Jean-Philippe Martin, directeur général de Fiducial Gérance. Nous reviendrons sur les investissements que l'on peut réaliser à côté de chez soi et comment est-ce que l'on peut donner quelques billes aux conseillers en gestion de patrimoine qui nous écoutent sur ce sujet. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré, lui, à l'ISR et notamment à l'investissement responsable donc, ou climat, à l'occasion de la sortie du 6e baromètre de CPRAM sur le sujet, les épargnants et l'investissement climat, un baromètre qui constate une appétence des investisseurs toujours solide sur le sujet. Nous décrypterons cela avec Arnaud Faller, directeur général délégué et directeur des investissements de CPR Asset Management. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous aurons le plaisir d'accueillir Sofiane Asni, associé fondateur de Artemis Investment Advisor, avec qui nous nous demanderons ensemble comment le marché des produits structurés peut-il évoluer dans les prochains mois ou prochaines années. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite cette émission avec un sujet autour de la SCPI et notamment la SCPI de bureau, avant peut-être de parler de forêt tout à l'heure. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Jean-Philippe Martin. Bonjour Jean-Philippe Martin. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de Fiducial Gérance. Alors Fiducial Gérance, c'est un nom qui est quand même assez connu dans le secteur de la gestion de patrimoine. En une phrase, ce qui fait la spécificité de Fiducial Gérance ? Fiducial Gérance, déjà on existe depuis près de 50 ans, donc ça c'est déjà une spécificité. Bien sûr, oui. On est 70 personnes, on internalise l'intégralité des expertises et puis on gère à peu près 800 actifs, tant dans l'immobilier que dans les forêts, mais en particulier sur l'immobilier via des SCPI, dans ces sociétés civiles un peu particulières qui permettent aux épargnants, comme vous, comme moi, d'investir dans l'immobilier de commerce et de bureau. Alors justement, quand on parle d'investissement en SCPI, beaucoup de questions, notamment sur le bureau. On a vu il y a quelques années tout le monde allait sur le bureau, puis ensuite ça a été tout le monde voulait sortir du bureau en lien avec les performances qu'on pouvait voir de certaines SCPI. Comment est-ce que vous abordez vous cette thématique bureau en matière de SCPI ? Alors nous, cette thématique, déjà on y croit. On est convaincu que bien évidemment c'est un investissement sur le temps long qui est tout à fait vertueux et de toute façon qui a sa place. D'accord. Alors en 2025, on y croit. En 2025, on y croit, comme on y croyait il y a 30 ou 40 ans, puisqu'on investit depuis ce temps-là. Alors ce qui est important, effectivement, peut-être sur les dernières années, c'est que la spécificité du bureau fait qu'il faut être encore plus sélectif qu'avant. D'accord. On va me dire, le métier de temps long de l'immobilier, c'est d'être sélectif, d'aller sur des actifs transformables, adaptables, réversibles, comme on dit dans notre jargon. Et nous, c'est ce qu'on fait depuis toujours. Donc on a cette chance aujourd'hui d'avoir, nous, du bureau de centre-ville, à proximité, investir près de chez soi, effectivement, et notamment beaucoup dans le centre, ce qu'on appelle le quartier des affaires parisien, avec notre SCPI Selectipierre 2 notamment, qui investit quasiment dans le triangle d'or parisien. Et alors justement, vous avez cité un mot-clé qui revient effectivement souvent quand on parle de bureau, c'est en fait le bureau, oui, mais en centre-ville, si je comprends bien. Alors, en centre-ville, bien évidemment, il y a eu aussi, ces années où, en périphérie, en première couronne, en deuxième couronne de Paris, je dirais des immeubles se sont construits, d'ailleurs magnifiques, on peut le dire. Sauf qu'effectivement, le retournement du comportement dans les entreprises font que le centre-ville reste robuste. D'accord. La demande est toujours là. La demande est toujours là. Nous, on a des taux d'occupation à plus de 95% sur nos biens et nos bureaux de centre-ville. Plus petits, je dirais même bien placés. ISR. Investissement socialement responsable. Est-ce qu'il y a des vélos à proximité? Est-ce qu'il y a un métro à proximité? Est-ce qu'il y a toutes ces commodités à côté qui permettent d'aller et venir facilement? Et donc effectivement, c'est une classe d'actifs qui reste robuste,
qui reste recherché. D'accord. Nous, à chaque fois qu'il y a D'accord. C'est-à-dire parce qu'il y a effectivement la conviction du gérant et l'appétence des investisseurs. Vous constatez aussi que du côté des investisseurs, il y a une volonté d'aller sur le bureau du moment que ça correspond aux critères que vous nous donnez. Alors exactement. Alors il y a une appétence des investisseurs, mais c'est surtout une appétence des locataires, hein, puisque nous, notre job, c'est de remplir les immeubles sur lesquels on a investi, qu'on a acheté, et puis servir effectivement un rendement, un loyer. Et ce rendement, ce loyer, il vient des locataires et des loyers des locataires qu'on arrive à maintenir à bon niveau. Et là, il y a une vraie demande, notamment dans Paris Centre, mais aussi dans Lyon Centre. À Marseille, on a aussi des bureaux qui fonctionnent très très bien. Effectivement, aujourd'hui, les soucis sont plutôt sur des gros immeubles de banlieue parisienne en première, deuxième couronne, qui sont aux normes, mais qui sont presque inoccupés, voire très peu occupés, oui, effectivement. Même en première couronne, aujourd'hui, c'est compliqué. Si on veut, en tant que société de gestion, investir en immobilier de bureau, c'est uniquement les centres-villes, puisque vous avez cité Lyon ou Marseille, ça n'est pas que Paris, mais c'est uniquement les centres-villes. En tout cas, nous, c'est notre conviction, mais depuis toujours. Donc là, ça nous a donné raison sur les dernières années, en toute humilité, hein. Mais effectivement, c'est aujourd'hui une classe d'actifs où il faut être très sélectif. Et bien évidemment, ce qui marche aujourd'hui, c'est la proximité, et notamment de centre-ville, et notamment à Paris, bien évidemment. Et ça, c'est une conviction pour les prochaines années également. Alors, on ne sait jamais de quoi sera fait le marché de l'immobilier demain, mais c'est la conviction que vous avez chez Fiducial Gérance pour les prochaines années également. Exactement. Puis sur des modules de taille, je dirais, moyenne. D'accord. Hein, qui permettent aussi une réversibilité, qui permettent une transformation, qui permettent, au cas où, j'irais dans le temps, parce que bien évidemment, les certitudes d'aujourd'hui ne sont pas forcément celles du lendemain, mais qui permettent effectivement de voir un bâtiment ou un immeuble sur le temps long, avec le moins de restructuration possible. Parce qu'on sait que dès qu'il y a des restructurations lourdes, là pour le coup, entre guillemets, les épargnants sont un petit peu moins contents, puisque bien évidemment, ça pèse sur les rendements. Alors, chez Fiducial Gérance, vous proposez aussi beaucoup d'investir en forêt. Alors, j'avais envie de vous poser la question en lien avec ce qu'on peut voir tous les jours à l'heure actuelle à l'Assemblée nationale, cette volonté effectivement de fiscaliser encore plus ce qui peut exister, notamment en matière de placement, de chercher certaines niches fiscales. La forêt peut être vue comme une niche fiscale par certains aussi, alors en lien effectivement avec des conditions d'investissement à respecter. Ce sujet, pour l'instant, passe plus ou moins sous les radars, peut-être en lien avec l'impact que ça peut avoir aussi vis-à-vis de la préservation de la nature et de la biodiversité. Aujourd'hui, la forêt, c'est une niche fiscale qui reste préservée, Jean-Philippe Martin ? Exact, Nicolas. Donc effectivement, la forêt d'abord, c'est un achat plaisir, un achat durable, un achat vertueux. Bon, là, on achète, il n'y a pas de green bashing avec la forêt. On achète des arbres. Donc effectivement, et c'est vrai que depuis plusieurs dizaines d'années, l'encadrement fiscal de la forêt est assez favorable. Alors favorable pourquoi ? Parce que c'est très coûteux d'entretenir des forêts et que bien évidemment l'État, comme sur d'autres sujets, n'avait plus les moyens de le faire. Bien sûr. Il faut savoir que la forêt, c'est quand même plus de 35% du territoire national. Et donc 75% des forêts sont détenues par soit des personnes physiques, des familles, des grandes familles, historiquement je dirais, soit des institutionnels, comme Groupama, comme Crédit Agricole, comme d'autres, CNP, les assureurs qui ont besoin d'actifs de long terme, soit des sociétés comme nous qui créons des groupements forestiers, des groupements forestiers d'investissement, et qui permettent effectivement à l'épargnant de venir placer un peu d'épargne sur déjà un produit assez vertueux, bien sûr, et bénéficier de niches fiscales, enfin de niches ou en tout cas d'avantages fiscaux, oui, bien sûr, qui sont de plusieurs ordres. Nous, nos GFI sont IRPME, donc IRPME, ça veut dire que sur l'IR de l'année, on peut effectivement défiscaliser ou réduire ses impôts de 18% de la somme sur laquelle on a investi. Alors, avec les limites des différents... donc là, il faut aller voir son conseiller de gestion patrimoine favori pour faire une analyse, bien évidemment, du patrimoine et de savoir si c'est opportun. Et puis, il y a deux autres avantages fiscaux importants, peut-être même encore plus prégnants, sur la transmission de patrimoine. Bien sûr, la forêt, c'est sur le temps long. Pour avoir ces avantages-là, nous, on s'engage à gérer les forêts sur 30 ans, 50 ans, donc sur le long terme. Et donc là, on a le certificat Monichon qui permet aux droits de mutation, donc de donation, de transmission, d'être réduit de 75%, sous réserve de la bonne application de cette gestion. Et puis aujourd'hui, on parle beaucoup de l'impôt sur la fortune, productive, improductive, l'IFI.
les sûr, forêts oui. n'étaient pas dans l'IFI et je pense qu'il ne rentrera pas dans aucune forme d'impôt sur la fortune au sens large, puisqu'effectivement, il y a toute cette partie d'entretien sur le temps long qui fait que... Qui justifie quelque part l'aide fiscale, c'est ça? Qui justifie Alors, c'est pas une aide fiscale, ces dispositifs, ces voilà, dispositifs fiscaux. ces dispositifs fiscaux. Ouais. Voilà. Donc, il me semble qu'effectivement, on peut dire que ça va être préservé encore quelques temps, voire même pour longtemps. Merci beaucoup, Jean-Philippe Martin, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Fiducial Gérance. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Quelle appétence des investisseurs vis-à-vis de l'ISR et notamment de l'investissement climat? C'est le sujet qui va nous animer à présent à l'occasion de la sortie du 6e baromètre CPRAM sur les épargnants et l'investissement climat. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Arnaud Faller. Bonjour Arnaud Faller. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur général délégué et directeur des investissements de CPR Asset Management et on va commenter ensemble. Vous allez nous expliquer ce que vous avez constaté à l'occasion de ce 6e baromètre. Première question. Dans un contexte où l'on voit qu'au niveau politique ou géopolitique, les sujets ISR avaient pu être mis un petit peu en retrait des sujets prioritaires, en tout cas traités de manière prioritaire, quelle appétence du côté des épargnants, des investisseurs sur l'ISR? Qu'est-ce que vous constatez dans les chiffres de votre côté, Arnaud Faller? Donc on a fait effectivement une enquête auprès des épargnants eux-mêmes, hein, pas tous les Français, les épargnants. Bien sûr. Donc 1006 épargnants avec évidemment la méthode des quotas comme on dit. Et on a pu avoir une granularité assez forte pour justement segmenter ceux qui étaient autonomes, ceux qui étaient conseillers, ceux qui se déclaraient sachant investissement responsable, ceux qui étaient primo-souscripteurs, et on va y revenir. Et donc, grâce à cette granularité assez fine, on peut en tirer des enseignements. Donc, évidemment, le premier enseignement, c'est que il y a une certaine résilience. D'accord. C'est-à-dire que le taux de détention baisse un peu par rapport au pushback que vous évoquez, c'est évident. De 44% de taux de détention à 41%, donc c'est assez mesuré. Et on voit qu'il y a l'émergence de primo-souscripteurs qui, eux, montent. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui viennent pour la première fois dans les thématiques climat. D'accord, encore à l'heure actuelle. Exactement. C'est pour ça qu'on parle de résilience, c'est-à-dire effectivement, il y a des vents contraires, mais il y a une résilience qu'il faut noter. Et ça, vous l'expliquez comment effectivement, un, c'est résilient, et deux, il y a toujours des nouveaux investisseurs qui arrivent sur cette thématique, alors même, moi je parle du contexte géopolitique, médiatique ou autre sur le sujet, qui n'est pas forcément en lien avec les conseils que peuvent recevoir les épargnants, les décisions d'investissement, mais comment on explique que ça continue à progresser et que ça reste solide dans le contexte actuel? Alors justement, comme on a pu avoir la granularité que j'évoquais tout à l'heure, on peut regarder l'ADN des primo-souscripteurs. Oui. Alors, on a par exemple la moyenne d'âge. En fait, ils ont 43 ans en moyenne. D'accord. Les épargnants français, c'est 50 ans. Donc, ils sont un peu plus jeunes, mais pas non plus très jeunes. Hein. C'est pas la version des 25-30 ans. Donc, 43 ans, c'est des gens qui se déclarent largement sachant investissement responsable. D'accord. C'est des gens qui, très souvent, sont conseillés et c'est des gens qui ont des enfants au foyer. Donc, il nous semble que plus on est conseillé, plus on est convaincu et plus, effectivement, on peut être parmi les primo-souscripteurs. D'accord. Donc, c'est ça qui se passe. Il nous semble que, clairement, ça commence par une prise de conscience comme point de départ. Hein, c'est-à-dire que c'est les épargnants les plus informés et qui sont aussi les plus engagés. D'accord. Et d'ailleurs, parmi les primo-souscripteurs, c'est ceux qui font le plus le lien avec les événements climatiques. À 85%, les primo-souscripteurs disent oui, je fais un lien entre ma décision d'épargne et les événements climatiques qu'ils rencontrent. On a vu en France, que ce soit les incendies dans la Gironde il y a 2 ans, dans l'Aude et ainsi de suite, et les inondations en Espagne, etc. Donc il y a une prise de conscience de cette nécessité d'agir qui se traduit dans leurs décisions financières. Exactement. D'accord. Donc c'est pour ça, c'est un peu un message d'espoir. Certes, on a un pushback global, mais finalement les primo-souscripteurs, c'est ceux qui encore une fois, pour autant qu'ils soient bien conseillés, bien accompagnés, pour être précis. Et eux font un lien avec les événements climatiques et donc ils sont convaincus et ils font l'acte d'investir dans des fonds thématiques. Ça veut dire qu'ils ne cherchent plus que la performance financière. Ça va au-delà de ça aujourd'hui. Alors, pour ces épargnants-là, en tout cas. Alors c'est vrai, ces épargnants-là mettent à 90% quasiment le même niveau de performance financière, extra-financière. Globalement, malgré tout, au niveau des épargnants, aujourd'hui, il y a 51% qui mettent la performance financière devant. D'accord.
mais c'est pas forcément au détriment uniquement de la partie extra-financière. Ça ne veut pas dire qu'on met n'importe quoi derrière. Mais... Exactement. D'accord. En fait, on a fait l'étude depuis 6 ans et c'est ceux qui ne mettaient en avant que la partie extra-financière qui voient leur part complètement baisser. D'accord. La plupart veulent un équilibre, ne veulent pas choisir entre entre performance financière et extra-financière. Mais c'est vrai qu'avec le temps, mais c'est lié au pushback qu'on évoque, les gens qui ne veulent que la performance extra-financière sont devenus très très marginaux. Ça veut dire que plus il y aura de pédagogie et d'éducation sur le sujet, plus on verra la proportion d'investisseurs aller sur l'ISR augmenter. Alors, au passage, cette fois-ci, on a centré vraiment sur le climat parce que le climat domine ultra-sérieusement dans le monde ISR. À 90%, les gens nous disent c'est le thématique du climat qu'on veut. C'est pour ça qu'on a focalisé aussi, cette fois-ci, notre baromètre sur le climat. Alors, effectivement, le premier frein, mentionné par au moins 50% en numéro 1 comme frein, c'est le manque de connaissances. D'accord. Et donc, d'où le fait qu'on a encore un travail à faire de pédagogie. Comment on fait pour que on accompagne les épargnants, et on voit que plus on accompagne, plus ils sont convaincus. Et d'ailleurs, au passage, chez les autonomes, il y a encore 35% d'autonomes dans notre panel, c'est ceux qui sont le moins convaincus. Donc on voit bien que l'enjeu est vraiment là, c'est accompagner via la pédagogie, le conseil. Plus ils sont conseillés, plus ils y vont. Et donc, on a un rôle. Donc, l'ensemble des conseillers de patrimoine, que ce soit conseiller bancaire ou conseiller de patrimoine, ont évidemment un rôle très important. Une question sur ces épargnants particuliers avant de donner la parole aux banquiers privés, parce que vous êtes allé aussi interviewer des banquiers privés, mais ces épargnants particuliers, quand on dit qu'ils investissent effectivement avec un biais climat, ça veut dire que c'est quoi leur comportement d'investissement? On est sur de l'exclusion ou on est sur de la recherche d'investissement spécifique en lien avec cette création de l'économie de demain, par exemple? Alors, ils réclament des critères clairs, c'est normal. Le manque de connaissances, ça vient aussi, il faut qu'on soit très pédagogue et très transparent. Donc, les épargnants, dans l'ensemble, demandent des critères très clairs et des exclusions, notamment le fossile. D'accord. Pour être très, très clair, est-ce que oui ou non, il y a des choses qui sont anti-climat, si on peut dire. Donc, les exclusions fossiles, oui, ils le réclament. Ils veulent de manière générale, une meilleure lisibilité des fonds. Et d'ailleurs, au passage, sur le label, ils disent oui. Label ISR? Le label ISR, oui, mais pas forcément suffisant. Que je veux comprendre vraiment ce qu'il y a dans le portefeuille. Alors même qu'il a été revu. Il a été revu. Et ce qui se passe, c'est que là encore, c'est peut-être un manque comme on a dit tout à l'heure, le premier frein, c'est le manque de connaissances. Il faut pouvoir dérouler bien sûr petit à petit l'ensemble. Et je reviens sur aussi l'autre frein, c'est le manque de concret. C'est-à-dire que les gens, si on les interroge sur les types d'activités qu'ils vont voir en portefeuille, de manière assez classique, ils demandent les activités vertes. D'accord. Que ça soit de manière générale, la gestion de l'eau, la biodiversité, etc. Et ça combine à la fois le monde action cotée que le monde non coté. Parce que les infrastructures, évidemment, c'est plus facile à faire dans le monde non coté. Mais on voit cette demande croître parce que, évidemment, ça parle encore plus à l'investisseur. Si on regarde maintenant ce qu'en pensent les banquiers privés dans cette 6e édition, vous avez donné la parole aux banquiers privés justement sur cette appétence des investisseurs vis-à-vis du climat, sur la manière dont il ou elle, et plutôt elle, puisqu'en l'occurrence c'est deux banquières privées que vous avez interviewées, la manière dont elles accompagnent aussi leurs clients. Qu'est-ce qu'on retient des messages ? Oui, donc on est très content. Donc on a pu interroger Sandrine Genet, qui est associée et fondatrice de Groupe Allen, et Karine Perrotin, qui est présidente fondatrice d'Opéra Bureau de Famille. Donc, la dernière nous dit un message assez clair, c'est le moment de faire le tri. D'accord. Entre ceux qui y allaient par défaut, ou pour cocher la case, ou pour des raisons réglementaires, et ceux qui y allaient par conviction. D'accord. Il y a des moments où il faut se poser, il faut dire, qu'est-ce qui compte le plus? Et donc là, elle a pu voir parmi ses épargnants, ceux qui effectivement c'était par défaut. D'accord. Mais il y en a quand même un grand nombre qui y allaient par conviction. Et donc, c'est au moment où il y a des questions qui se posent, c'est le bon moment de, entre guillemets, faire le tri. Et toutes les process qui ne sont pas forcément très clairs, etc., elle les exclut. Les process de gestion qui sont très clairs, robustes, au contraire, trouvent vraiment grâce à ses yeux. D'accord, donc elle clarifie côté épargnant dans un premier temps en disant est-ce que vous voulez vraiment? Et si vous voulez vraiment, on va aller que sur ceux
dont la gestion est suffisamment claire pour que ça corresponde à vos valeurs. Si Exactement. D'accord. Donc, à un moment, faire le tri de part et d'autre. OK. Et alors, Sandrine, elle mentionnait le fait que dans l'offre qui est disponible vis-à-vis des épargnants, on est très habitué à ce qu'il y a beaucoup d'offres actions, mais c'est vrai que, notamment sur le climat évidemment, mais c'est vrai qu'il manque une offre climat avec profil de risque mesuré, notamment tout ce qui est défensif. C'est-à-dire que quelqu'un qui est très proche de sa retraite, voire déjà en retraite, mais avec une espérance de vie encore évidemment plus faible, n'a pas forcément envie de mettre 100% d'action. Bien sûr. Et donc, le risque prudent, aujourd'hui, il manque des produits climat qui ont... Il n'y a pas d'offre suffisante aujourd'hui. Il n'y a pas assez d'offres. Parce qu'aujourd'hui, ça n'est que de l'investissement en action on va dire qu'il y a majoritairement. Il y a beaucoup d'investissements en action. C'est vrai qu'au sein de la maison CPRM, on a aussi des offres qui combinent actions et obligations, donc qui permettent de réduire aussi le niveau de risque absolu. Et donc avec un profil un peu équilibre. On en a d'ailleurs aussi bien en fonds ouverts qu'en fonds dédiés à des réseaux. On a gagné des appels d'offres là-dessus. Et c'est vrai, par contre, on se pose la question pour savoir sur un fonds, un profil encore plus défensif. Parce que ça remonte du terrain et il y a besoin d'épargnants qui ont ce profil plus défensif mais qui n'ont pas d'offre climat correspondante. Exactement, c'est le message qu'elle nous a fait passer. Voilà. Justement, ce marché action de l'ISR ou du climat, comment est-ce que vous l'analysez en cette fin d'année 2025, Arnaud Faller ? Alors c'est vrai qu'il faut se rappeler que le marché action climat, et il y a eu tout un focus au moment du Covid sur les valeurs solutions climat qui avaient rencontré un certain nombre de succès. Il y avait des performances 2019 et début 2020 qui étaient stratosphériques. Après, par contre, malheureusement, les valeurs solutions climat, solaire, éolien, etc., ont marqué le pas très nettement, 21, 22, 23 et même un peu 24. Il semble qu'aujourd'hui, ça en soit derrière nous. 25, c'est l'année du rebond pour toutes ces valeurs solutions, une grande part de ces valeurs solutions. Pourquoi ? Parce que c'est pas parce que l'administration américaine s'est révélée bien plus favorable aux mesures contre le réchauffement climatique, mais toute la thématique de l'intelligence artificielle demande énormément d'énergie. D'accord. Et donc ça porte pour les data centers. Toute la partie électrification de l'ensemble de cette chaîne. En fait, les grosses boîtes de semi-conducteurs qui veulent créer des data centers parlent maintenant en gigawatts systématiquement. C'est pas simplement en dollars, c'est en gigawatts. Donc d'ailleurs, au cours des derniers mois, il y a eu un accroissement de demande de gigawatts, presque vingtaine de gigawatts. C'est beaucoup, 20 gigawatts. Il faut se rappeler, une centrale nucléaire, c'est entre 1 et 2 gigawatts. On met un certain temps pour la créer. Donc ça donne un peu voilà. Et donc la demande en énergie pour l'IA va exploser. Donc la question, maintenant c'est pour ça que l'ensemble de la chaîne l'électrification, le nucléaire, les batteries, les piles à combustible trouvent maintenant un grand public. Elles sont portées par la technologie. Elles sont portées. Donc dans les portefeuilles climat au sein de la maison, on apprécie, on regarde systématiquement pour autant la valorisation, même si on anticipe par horizon non pas 1 an mais 5 ans. Il faut que la valorisation reste sage parce qu'on faisait partie de ceux qui n'aimaient pas d'acheter des valeurs à PE 50 il y a 5 ans. On ne veut pas non plus acheter avec des valorisations démesurées. Mais là, il y a une tendance de fond qui fait que l'électrification s'installe bien dans l'industrie. Merci beaucoup Arnaud Faller de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur général délégué et directeur des investissements de CPR Asset Management. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Comment le marché des produits structurés va-t-il évoluer ? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans l'œil de l'expert. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Sofiane Asni. Bonjour Sofiane Asni. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes associé fondateur de Artemis Investment Advisor. Alors expliquez-nous comment est-ce que vous voyez, vous, évoluer ce marché des produits structurés dans les prochaines années ? Alors deux points importants pour nous. Le premier, c'est d'un point de vue business. En fait, on a remarqué depuis quelques années que la classe d'actifs a explosé, la croissance est très importante. Et en fait, depuis 2024, principalement, c'était les produits structurés qui étaient lancés sur la classe, sur les sous-jacents equity. Indice, c'était principalement le nerf de la guerre sur les produits structurés. Et en fait, on a eu un relais de croissance avec les taux. On a vu les taux qui avaient pas mal monté. Et en fait, les produits sur taux ont pris une place assez importante. Pour avoir quelques idées en termes de chiffres, 2024, c'est 50 milliards de collecte à peu près sur le marché de la distribution.
c'est une croissance de 15% à peu près. Là, sur l'ensemble des produits structurés, c'est ça? Exactement. Oui. Exactement. Et 2025, en fait, on reste à peu près sur le même rythme. On attendra les derniers chiffres sur la fin d'année. Mais les produits sur taux occupent quasiment 40% de la collecte. D'accord. Donc ça nous a permis, en fait, les taux d'intérêt, la hausse des taux d'intérêt a permis de redessiner le paysage des produits structurés. Quand on parle des produits sur taux, on parle de ces produits à capital protégé, c'est ça? Exactement. C'est des produits 100% à capital garanti, avec des sous-jacents principalement sur le RIBOR et le CMS. C'est principalement les sous-jacents utilisés sur les produits structurés. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 40% des volumes opérés sur 2025. Deuxième partie, sur la partie purement réglementaire, on voit une certaine évolution. Qui dit une grosse croissance dit forcément le régulateur qui regarde de façon précise la classe d'actifs des produits structurés. Et ce qu'on a remarqué, c'est que le régulateur en fait souhaiterait délivrer un permis de conseil auprès des intermédiaires en gestion de patrimoine pour pouvoir conseiller au mieux les produits structurés auprès des clients finaux. Une forte hausse de la demande ou du marché. Comment est-ce qu'on se positionne dans un marché aussi concurrentiel quand on s'appelle Artemis Investment Advisor? Je parlais justement de la partie réglementaire. C'est vrai qu'il y a eu souvent, ce qu'on peut dire, c'est que les produits structurés sont assez magiques, le marketing est très bien fait, mais le diable se cache dans les détails. Il faut vraiment prendre le temps d'analyser, de regarder les mécaniques. Et en fait, c'est vrai que chez Artemis, qu'on aime bien accompagner nos conseillers, c'est d'être le plus précis possible sur les moteurs de performance, les mécaniques de produits. Donc ça passe par la transparence, l'accompagnement, mais également en fait donner le maximum de transparence sur les frais et sur notre rémunération. D'accord. Aujourd'hui, c'est vrai que je dis toujours cette transparence en fait, c'est notre ADN et c'est comme ça qu'on crée la confiance avec les conseillers qui on travaille. D'accord. Donc élément différenciant, la transparence pour comprendre dans quoi on investit. Alors vous avez également lancé une nouvelle société qui est Artemis IA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il en retourne? Alors Artemis IA, c'est donc Artemis Investment Advisors. Oui, bien sûr. Donc en 2024. Bien sûr. C'était assez récent. On l'a monté avec mon associé Arnaud Ars. On a à peu près 50 ans d'expérience sur les marchés structurés, sur les produits structurés. Alors je dis toujours, on est de vieux jeunes entrepreneurs sur ce marché-là. Oui, bien sûr. Et en fait, voilà, on a vu passer donc dans le passé, pas mal de produits brillants, comme je disais, d'un point de vue marketing, mais assez compliqués, ou des fois incompris. Et en fait, on met un point d'honneur à se positionner avec une approche vraiment pédagogique de formation. Aujourd'hui, on intervient notamment au niveau de l'OREP, l'association universitaire. Oui, bien sûr, qui a fêté ses 30 ans. Oui. Exactement, on était partenaire exclusif cette année. On intervient également au niveau de la CNCGP pour former, pour donner... expliquer le bon fonctionnement des produits structurés, car ça reste une classe d'actifs quand même assez compliquée. Oui. La multitude d'offres, la multitude d'acteurs aujourd'hui dans le marché nous pousse finalement à donner beaucoup plus de clarté sur les produits structurés. Est-ce que la multitude d'offres et la multitude d'acteurs vient créer un peu de confusion selon vous ou en tout cas ça nécessite encore plus de pédagogie? Exactement. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'un gestionnaire patrimoine classique va proposer de l'asset management, du private equity, de l'assurance vie, des produits structurés. Et aujourd'hui, passer du temps sur les produits structurés, ça reste des produits qui peuvent paraître simples, mais où la complexité est là. Donc, il faut de l'accompagnement. Et Artemis, on est là pour pouvoir accompagner au mieux les conseillers en gestion de patrimoine sur cette classe d'actifs performante. Merci Sofiane Asni, donc Artemis Investment Advisor, qui effectivement peut se lire aussi Artemis IA. Oui, bien sûr, vous êtes l'associé fondateur d'Artemis Investment Advisor. Merci d'avoir été avec nous sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci Nicolas. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très vite sur Be Smart for Change.